Salut à toutes et à tous amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver sur la chaîne de Philoussi, votre CEO préféré. Je suis très content de vous retrouver pour le deuxième épisode du Real Grabs Journey. Mon superbe accent anglais et moi, on va partir pour une demi-heure de découverte dans le monde du catch et dans une promotion particulière, comme vous pouvez le voir à l'écran. Après l'épisode 1 concentré sur Stardom, la promotion féminine japonaise, filiale de New Japan Pro Wrestling. On reste au Japon pour ce deuxième épisode. Et on va du côté d'une autre promotion filiale d'une grosse promotion japonaise. La deuxième sûrement plus grosse compagnie féminine du Japon, Tokyo Joshi Pro Wrestling. Et on va parler du show Wrestle Princess 6 qui a eu lieu le 20 septembre dernier. Si vous avez une bonne mémoire, 20 septembre, c'est également le jour où on a eu la guerre aux États-Unis entre All Elite du côté de All Out et WWE du côté de WrestlePalooza. Mais dans le même temps, le catch ne tourne pas qu'autour des États-Unis. C'est le but de cette série, c'est aussi de voir qu'il y a d'autres choses. Et donc, pas dans l'anonymat, mais dans une ambiance beaucoup plus calme, ou en tout cas beaucoup moins hostile, on a eu ce TJPW Wrestle Preset 6 qui avait pour headliner, gros match, le match pour le titre Princess of Princess, déjà rien que ça, bon, ça c'est juste le nom du siècle. Et on va parler de tout ça, donc tous ensemble on va découvrir un peu la compagnie, qu'est-ce que c'est, tout ça. Et pour parler de ça avec moi, évidemment, ceux qui suivent les soirs de la lutte le savent, ceux qui connaissent un peu les commu catch sur les réseaux sociaux savent que pour parler d'un show TJPW et de Miyu Watanabe, je ne pouvais ramener personne d'autre. Il n'y avait pas un meilleur candidat. Il n'y avait pas un meilleur candidat que mon super ami de Squash FM, Dumble J, pour parler de ça avec moi. Salut Dumble, comment ça va? Et salut, et ça me fait plaisir. Je suis content que tu m'introduises comme ça. Je réponds encore une fois, cette fois pas à l'appel de l'institution, mais de l'instigateur, j'ai envie de dire. Mon PDG, comme on dirait chez nous. Et puis, voilà, comment ne pas être heureux. Je vais pouvoir parler pendant une demi-heure de TJPW. Alors, on a prévu le coup, au cas où je dépasse. On a évidemment, comme pour la chaîne des sauveurs, désormais... C'est le jingle du siècle. Il y a des rappels à l'ordre de prévu. Exactement. Merci Dumble, du coup, d'être avec moi aujourd'hui pour ce deuxième épisode. J'avais pas prévu de faire de cette série un truc interactif, mais en fait, c'est beau. Enfin, un truc interactif, si, mais un truc où je me mettais avec quelqu'un en rec. Je pensais plus à de l'interaction dans les commentaires, mais en fait, c'est très bien. Parce que du coup, ça va permettre d'apporter évidemment une touche de pertinence supplémentaire. Parce que moi, j'ai mon œil d'amateur qui ne connaît pas ou qui ne connaissait pas du tout, très peu ou de très loin, etc. Mais là, on a quelqu'un d'humble, hein. Toi, ton rapport avec TJPW, c'est quelqu'un qui regarde quotidiennement, ils font pas des shows quotidiennement, mais qui suit l'actu quotidiennement, qui regarde tous les shows de la compagnie, etc., etc. Ouais, voilà, TJPW, moi, ça fait à peu près, depuis que j'ai commencé à vraiment regarder du catch indépendant que je regarde, donc ça va faire à peu près 2 ans. Donc, j'ai pas non plus un historique incroyable avec la compagnie, mais depuis 2 ans, je suis quand même de manière assez assidue. De toute façon, on va en reparler un petit peu de comment ça fonctionne aussi au Japon là-dessus, je pense. Exactement. Mais je regarde tous les pay-per-view et bon, les shows de tournée qui m'intéressent plus ou moins, les shows Koraken. Donc, on va dire que ça doit faire quoi, une quinzaine de shows, peut-être vingtaine de shows par an, à peu près. Ok. Oh, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, surtout qu'en plus, c'est un show japonais, on va en reparler, donc ça dure forcément longtemps. Et justement, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, en parlant d'abord un peu de la compagnie. Donc en elle-même, hein, on va faire un peu en entonnoir comme on avait fait pour Stardom. On va parler de la compagnie au global, et puis on basculera rapidement vers le show. Dumble, qu'est-ce que TJPW? Qu'est-ce que ça représente au Japon? Comment c'est né? Comment ça s'est construit? Je te laisse la parole. Et TJPW, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une compagnie féminine japonaise, probablement numéro 2. Marigold tape à la porte, donc numéro 3 éventuellement. Voilà, c'est sur le podium en tout cas. Aujourd'hui, c'est une compagnie sœur de DDT, donc la compagnie masculine du Japon. Donc vous connaissez peut-être DDT parce que c'est la fédération qui possède également le contrat de Konosuke Takeshita, en plus de AEW et NJPW. Et donc, à la base, DDT a fait TJPW pour avoir sa division féminine et pouvoir faire en fait des pré-shows féminins.
Et c'était aussi un petit peu un côté idol pour avoir un petit peu de la chanson, etc. Et comme DDT, c'est une fédération qui est très second degré, ça leur plaisait bien d'avoir ce truc-là où ça chantait, ça dansait, etc. pendant les shows de DDT. Donc ça, c'est en 2012 que TJPW commence comme ça. Assez vite, déjà vers 2015, TJPW va devenir sa propre promotion standalone, donc va faire ses propres tournées au final. Toujours allié avec DDT. On va en reparler, qu'on va parler de Wrestle Universe un petit peu après. Mais ils sont toujours copains, tous les deux. Mais maintenant, TJPW fait ses propres choses. Donc là, depuis 2015, donc ça fait 10 ans que TJPW est une fédération indépendante, à proprement parler. Et donc là, dorénavant, ils sont affiliés à également Pro Wrestling Noah, que vous connaissez peut-être parce qu'il y a eu Tavion Heights et Josh Briggs qui avaient été invités au N1 l'année dernière. Styles. Et là, ces derniers temps, il y a Charlie Dempsey qui est passé. Il y avait J Styles l'année dernière aussi. Oui, AJ Styles qui avait affronté Naomichi Marufuji. Exactement. Sur place. Donc voilà, il y a toujours des liens. De toute façon, ça fonctionne aussi comme ça au Japon, hein, ça se mélange beaucoup au global. Et c'est quelque chose qui est un peu particulier avec TJPW, ça on va en parler un peu, mais donc voilà, ils sont devenus alliés, et du coup TJPW a depuis, il me semble maintenant, ça doit faire 3 ans, qu'ils sont diffusés sur Wrestle Universe, donc le site de diffusion de DDT, qui du coup maintenant en fait à la base existait pour diffuser les shows DDT, mais aujourd'hui sert à diffuser pas mal de promotions japonaises, dont TJPW, Pro Wrestling Noah, Marvelous, Marigold, donc et j'en oublie encore parce qu'il y en a à peu près une dizaine environ. Ok, très clair. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble le Wrestle Universe. En plus, c'est très drôle parce qu'on est évidemment sur le compte de Dumble, puisque moi, j'ai pas de compte. Donc c'est le compte de Dumble. Hop, je vous le montre tout de suite. Et à savoir, si vous voulez une idée au niveau du tarif, ça coûte à peu près 8,45€ par mois. Exactement. Vous avez, voilà, vous avez beaucoup de compagnies, hein. C'est vrai que vous avez Marigold, du coup, dont Dumble parlait, qui est la nouvelle grosse, enfin nouvelle, ça fait 2 ans maintenant quand même, mais c'est la récente grosse compagnie Joshi au Japon. TJPW, Noah, DDT dont il parlait, Sendai Girls, Marvelous, voilà, il y a pas mal de choses. Donc franchement, je sais, j'en ai déjà parlé avec toi, donc je peux le dire, on en a pour son argent. Hein, Ouais. on est loin du service New Japan où il y a quand même pas mal d'archives, mais où déjà t'as pas les shows en direct. Ici, il y a quand même quelques pay-per-view. Donc oui, il faut payer le show à l'unité, mais il y en a beaucoup moins quand même que New Japan. Voilà. On reprend du coup côté TJPW. Donc nous aujourd'hui, on va parler du show Wrestle Princess 6, qui est un des gros shows de l'année parce qu'il conclut notamment enfin, il accueille la finale, pas la finale, pardon. Il y a vous savez qu'au Japon, il y a les gros tournois, il y a les gros tournois de l'été, que ce soit chez Noah où c'est plus en automne en plus, que ce soit chez New Japan, que ce soit chez Stardom. Il y en a aussi un chez TJPW qui s'appelle, tu vas mettre des dumbbells là-dessus, C'est le Princess Cup. le Princess Cup, évidemment. Comment j'ai pu ne pas. Oui, Tout tu est vois. princesse. Exactement. Et donc, la vainqueur de ce tournoi a un title shot, ça c'est classique dans toutes les fédérations. Et donc, ce show a été le théâtre de ce title shot entre Miyu Watanabe contre Mizuki. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation du show? Qu'est-ce qu'on en attendait? Quel était le type de hype? Dans quelle dynamique on arrivait dans ce show avant le show, tout simplement. C'est aussi la petite chose avec TJPW, c'est que y a pas une énorme dynamique de hype, si ce n'est la fin du Princess Cup tournament, qui est toujours un moment un peu attendu parce que justement on est dans cette vibe des tournois de l'été. Donc on s'attend souvent à ce que la gagnante de la Princess Cup remporte le titre, et surtout l'attente était sur celle qui allait remporter le tournoi. Et là, à la non-surprise générale, c'est Miyu Watanabe qui l'a emporté. Pourquoi je dis non surprise, c'est parce que les gens au niveau du Japon, en tout cas les suiveurs de TJPW, probablement préfèrent une autre gagnante. Parce que Miyu Watanabe a une championne récurrente du côté de TJPW, et ils aimeraient bien un petit peu de renouvellement, on va dire, et du renouvellement qui peine à arriver. Ok. Avant qu'on rentre dans le show précisément, c'est qui les grosses têtes d'affiche de New Japan, de TJPW
aujourd'hui alors le show il a lieu en septembre, mais septembre, octobre 2025 sur la dynamique de 2025. C'est qui les grosses têtes d'affiche, ceux pour qui les gens viennent et payent leur ticket. Là, actuellement, je dirais que les draws de TJPW, bon, quand même si je parlais de lassitude tout à l'heure, mais Miyu Watanabe, qui reste quand même un des gros noms de TJPW. Il y a Miyu Yamashita, qui est une des fondatrices, des catcheuses fondatrices de TJPW. Shoko Nakajima, également. Et là, il y a quand même des talents sympas qui percent ces derniers temps, comme Mizuki, donc qui est celle qui était championne à l'ouverture de ce pay-per-view, et donc que Miyu Watanabe affronte en finale. Et également donc Yuki Arai, qui est une catcheuse qui perce actuellement du côté de TJPW. Ok, très clair. Et dernièrement, voilà, et qui est parti dernièrement, parce que bon, ce serait dommage de pas la citer parce que son départ est très récent, mais Maki Ito, qui est quand même une originale TJPW. Et on peut aussi citer, entre guillemets, même si pareil, elle est partie il y a pas trop longtemps, Sayori Namba, qui était une annonceuse de TJPW et qui a probablement mis le métier d'annonceuse de manière ultra over au Japon. Ok. C'était une excellente annonceuse. Ok, sympa. Ça, tu vois, ça, c'est pour ça que t'es là. C'est une histoire. C'est cet ajout sympa, là, de l'anecdote sympa, c'est pour ça. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Et maintenant, elle travaille du côté du Canada. Toujours dans des shows de catch au Canada. À Maple Leaf? Pas particulièrement, elle fait des shows indés, des petits trucs. C'est des trucs qui sont quasiment irregardables, même quand je les cherche. Donc, j'avais fait, mais je sais qu'elle s'est installée du côté du Canada parce qu'elle voulait apprendre l'anglais plus et qu'elle avait envie de s'installer au Canada. Et elle travaille là-bas maintenant en indépendante. Ok, très clair. Bah écoute, on va passer à la review du show. On va y aller match par match. Hein. Si vous suivez la chaîne des Sauveurs ou la chaîne de Squash FM, vous savez que ça se passe comme ça en général. On fait match par match. Là, on va y aller, vous verrez. Alors, avant qu'on rentre dans le show, comme je vous l'ai dit, hein, le but c'est que ce soit un format interactif et surtout un format découverte. Donc, moi, évidemment, j'avais dû voir trois shows TJPW depuis le début de ma vie. Dumble, comme il vous l'a dit, il est fan et il regarde tout. Donc on va avoir des niveaux d'analyse différentes. Et vous verrez qu'il y a des superstars. Donc c'est pas grave si vous connaissez pas les superstars ou si vous connaissez même personne. Vous verrez qu'il y a quand même 2-3 noms que vous pourrez ressortir du lot si vous suivez un peu pas mal de choses ou comment vous avez un œil sur l'actualité. Vous verrez qu'il y a des noms que vous allez un peu reconnaître. Mais du coup, comme je dis, c'est pas du tout grave. Et c'est justement le principe de ce genre de vidéo. Si vous ne connaissez pas les superstars ou si vous vous sentez un peu perdu, c'est juste un show de présentation, on va pas aller dans de l'analyse hyper pointue, hyper poussée, c'est juste histoire de vous donner une vision globale et ensuite on fera à la fin une sorte de point bilan. Voilà. Je tiens peut-être à dire Ouais. avant, parce que je trouve que c'est un contexte qui peut être un petit peu important. T'as regardé le show toi en plusieurs fois Oui. de ton Oui. côté. Moi j'avais regardé en une fois le matin de la sortie, je l'ai regardé en direct, comme les shows au Japon sont diffusés le matin assez tôt. Je tiens à dire que TJPW, en tout cas sur ces formats de pay-per-view, c'est quand même des shows, la meilleure manière de consommation, ils sont pensés pour être regardés comme un show complet, en un coup. Donc tu l'as pas regardé de la manière optimale. Je pense que c'est pas trop grave non plus. Mais alors on pourrait me dire, oui, mais tous les shows sont faits pour être regardés en entier. Oui, mais par exemple pour l'élite, si vous regardez les pay-per-views, c'est des pay-per-views qui sont très longs, en général qui durent 3-4 heures, et où il y a que des matchs un peu supposés banger tout le temps. Donc peu importe quand est-ce qu'on fait une pause dans le show, c'est pas trop grave, on sait vers quoi on revient. TJPW, il y a des moments de détente dans le show pour que le public il puisse se soulager un petit peu, qu'il puisse se dire c'est bon, là j'ai pas besoin d'être à fond, je peux juste m'amuser. Ou il y a des matchs un peu drôles, parce que c'est aussi le principe de TJPW. Donc le show est pensé pour être regardé comme un tout. Ok. Ici, donc c'est pour ça, je pense que tu l'as pas vu de la manière la plus optimale. C'est pas grave non plus, hein. Ça veut pas dire que c'est impossible à regarder en le regardant plusieurs fois. Mais le show est pensé pour être vu en entier. C'est ça, ouais. Ok. Ok. Bah, c'est un très bon, une très bonne précision. Et j'ajouterais même, et ça on l'a souvent dit sur la chaîne des Sauveurs, et moi je l'avais déjà dit dans le premier épisode, quand vous découvrez une compagnie, vous n'êtes pas obligé de vous faire un show en entier. Moi je le fais parce que c'est plus optimal pour un format vidéo comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aller prendre le meilleur ou les deux meilleurs matchs du show. Vous aurez un aperçu après global de ce qui est capable de produire la compagnie. Et au fur et à mesure, si ça vous plaît, vous irez de plus en plus. Oui, complètement. Bon, par exemple, je De toute façon, prends mon exemple, hein, c'est ce que j'ai fait avec CMLL par exemple récemment, c'est ce que j'avais fait avec New Japan au départ. Quoi.
Maintenant, Ouais, je bah, sais c'est ça. De même toute pas si façon, mentir. on peut regarder que un ou deux matchs, hein, ça pour le coup. Mais quand on va dire que l'expérience optimale est pensée pour être vue en entier. Hmm, Après, vous regardez les trois derniers matchs pour les titres, c'est très exactement. bien aussi. Hein, et moi, j'irai pas chialer parce que vous avez regardé qu'un seul match de JPW alors que je préfère que vous Exactement. regardiez toute la carte. Hein. Et si vous Exactement. regardez ne serait-ce qu'un match, moi je suis très heureux. C'est ça, ici on n'est pas du tout dans le gatekeep, t'as bien raison de le préciser. Passons à la carte. Alors je vais pas la mettre en entier, on va faire match par match et on va commencer par le premier match qui ouvrait le show. 12 minutes 55 pour, alors je m'excuse d'avance si je hache ou si je bug sur des prénoms, Mei Suruga et Uta Takami contre Suzume et Ren Konatsu. Un tag match, donc, alors évidemment, pour ceux qui ont l'habitude du Japon, vous savez qu'en opener, en général, les matchs au Japon, c'est des tag matchs, même plusieurs fois d'affilée. Enfin, sur les 3-4 premiers matchs, là, ça n'a pas été le cas pour le coup, on a été un peu chanceux. Mais du coup, voilà, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire sur sur une de ces quatre lutteuses que tu aimerais présenter ou mettre en avant? Mei Suruga, c'est pas une quelque chose que je suis énormément, mais je sais qu'elle est très appréciée du côté du Japon. C'est une quelque chose qui est encore très jeune, elle a 26 ans, donc elle cache depuis 2018, Ouais, bon. parce que c'est le Japon. Ça c'est un Euh, truc dont on parlera un moment le Japon, mais les services de l'enfance, va falloir agir. Hein. elle travaille dans une petite compagnie qui s'appelle Chocopro, qui est une des compagnies une des quelque chose que vous pouvez peut-être connaître, c'est Emi Sakura qui a fait équipe avec Mercedes Moné il y a pas très longtemps chez All Elite. Ouais. Donc Mei Suruga, c'est peut-être une des catcheuses les plus en vogue de son âge aujourd'hui. Moi, je la connais un peu, je la vois en fait justement dans ce genre de contexte-là où elle fait les matchs d'ouverture de plein de pay-per-view que je regarde. Ok. Et c'est vraiment une très bonne catcheuse. Je pense par exemple à Mary qui est présent sur les réseaux Ah, et l'ami qui en Mary. pense le plus grand bien. Ok, c'est vrai que j'ai déjà vu Mary tweeter dessus. On le salue, l'ami Mary. Très très bon compte, il partage beaucoup de matchs, il a une grosse culture, donc n'hésitez pas à aller le suivre sur son compte Twitter. En plus, Meshuruga, qui est déjà apparu chez All Elite Wrestling, pour ceux qui regardent le catch américain, mais c'était il y a très longtemps, c'était en 2021. Donc Oui, voilà. Bon, sur le match, moi, j'ai rien de particulier à dire. Globalement, le niveau in-ring, moi, il me choque pas. Tu sens que c'est quand même des jeunes lutteuses, hein, parce qu'il y a comment dire, tu sens le gap de niveau. Par exemple, si tu prends le main event et l'opener, par exemple, tu sens que le pay-per-view est pensé, comme tu dis, pour un tout et aussi pour monter crescendo. En tout cas, c'est l'impression que j'ai ouais. ressentie. Donc sur le match, en termes de work rate, j'ai pas grand-chose à dire. Je recommanderais pas tout de suite si je vous dis, hop, commencez TJPW, n'allez pas sur ce match-là directement, évidemment. Là, vous pouvez voir que Ouais, j'ai c'est ça. oublié d'écrire Ren Konatsu, mais j'ai pas oublié en fait, c'est juste que j'ai pas ajusté ma police d'écriture. Donc en fait, il est une ligne en dessous, le Ren Konatsu. Bon, Ren Konatsu qui n'a pas non plus de page sur Cage Match, donc on va dire que c'est à cause de ça. Voilà, on Mais va dire voilà, ça. ouais, il y a trois rookies de TJPW et donc Mei Suruga qui est une catcheuse de Shoko Pro. Et bon, il pas un match avec un énorme truc, mais parce que c'est pensé tel quel, le but est pas que le match vole la vedette au match qui suive. C'est juste, Exactement. là c'est un match, si vous êtes arrivé en retard, c'est pas trop grave si vous le ratez parce qu'il y avait des bouchons. Ok, bah justement, le prochain match. On va en parler. On rentre un peu dans un truc qui est très TJPW, qui est très. Faut être dans l'univers de la compagnie. Une Battle Royale pour le Ironman Heavy Metalweight Championship. Alors je vais laisser Dumble tout de suite prendre la parole, expliquer ce qu'est la ceinture, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle représente et pourquoi il y a eu ce match, parce que c'est particulier, branchez-vous bien. Alors, le DDT Ironman Heavy Metal Title, pour faire simple, c'est un titre qu'on pourrait très facilement apparenter au titre 24/7 de WWE quand il existait ou le titre Hardcore. C'est un titre qui est défendu en permanence. Il est tout le temps en jeu et régulièrement dans les pay-per-view de DDT ou de TJPW, il est défendu dans ce genre de match un peu bizarre. Et les règles changent parfois d'un pay-per-view à l'autre, hein. Pas toujours fixe comme règle non plus. Et pendant ce match-là, en fait, c'est simple, il y a la personne qui arrive donc déjà championne sur le ring. Les personnes arrivent un peu comme pour un Royal Rumble, même les temps sont très aléatoires, on va dire toutes les 2 minutes. Et si quelqu'un fait le tomber sur le champion, il devient champion et la personne est éliminée. On peut aussi s'éliminer là, alors, pour ce match-là, en passant par-dessus la troisième corde. Et donc la personne qui sort du match avec la dernière à avoir la ceinture et avoir éliminé le dernier participant se retrouve champion.
Et oui, il y a une mascotte dans le match. Et c'est pas la chose la plus bizarre du match. Sachant que la mascotte n'est même pas de base, c'est pas la mascotte de la compagnie, tu me disais, hein, c'est la mascotte de DDT. Ouais, ça c'est la mascotte de DDT, Pocoton. C'est vrai que ça, La ça, mascotte de TJPW, entre autres, c'est peut-être plus André le panda géant, celui-là, vous l'avez mais qui est sûrement aussi vu plein de mascotte fois sur d'autres les réseaux. compagnies. André le panda géant, vous avez pu voir un excellent match de sa part à TJPW contre Mizuki, qui est dans le main event, où il y a une photo qui avait fait le tour du monde avec Mizuki qui met un coup de maillet sur la tête du panda. Et qui avait fait, qui avait donné des photos qui avaient bien tourné à un moment. Exactement. Bon, ça c'est quelque chose de très goofy. Il faut être prêt Enfin, non, justement, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas forcément goofy, c'est surtout qu'il faut être dans l'univers TJPW pour connaître. Je pense un lambda, on va dire, tu le mets devant ça, pendant 5 minutes, il se demande, mais qu'est-ce que je regarde sur mon écran, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dans le C'est même comme le principe que 24/7, tout à quoi. l'heure. C'est pensé comme un tout. Oui, c'est C'est ça, oui. on est là, on est dans les matchs un peu détente parce qu'il va y avoir des matchs plus sérieux après. Exactement. Là, dans le match là, il y a un oreiller qui devient champion. Et il y a peut-être un truc qui est différent, et ça c'est quelque chose dont on parle souvent, notamment aux États-Unis, c'est qu'en plus le show est pensé comme un tout, mais il est surtout et avant tout pensé pour les gens sur place et pas pour les gens qui vont C'est ça. regarder à la télé. Et ça, je Ouais, pense que c'est une nuance exactement. très importante à faire, parce que on est vraiment là sur le divertissement. Comme quoi, la fameuse dichotomie aux États-Unis, c'est le catch divertissement, il y a pas de work rate, et l'inverse au Japon. Non, c'est pas vrai. Les deux pays essayent d'allier les deux, parce que le catch, ça reste du divertissement, et le divertissement, ça peut être du catch. Et là, pour le coup, on est pleinement là-dedans, où on essaye de te proposer un show de catch en te divertissant malgré tout. Voilà pour ce match. Le troisième match de la carte, alors attention, là vous avez sûrement déjà entendu parler de cette grande dame du catch, Aja Kong, qui a affronté Imawari. Aja Kong, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une immense légende du catch. Pour le coup, même quand on regarde pas le Joshi, on sait à peu près, on voit à peu près qui est Aja Kong, c'est un nom qui revient souvent. Dumble, est-ce que tu veux en parler un peu plus et nous présenter plus précisément qui est Aja Kong? Je vais me permettre un truc parce que c'est entre guillemets un running gag aussi, mais je vais peut-être me permettre de faire un peu de pub. Vas-y, vas-y. À Bien Kong, sûr. on en parle C'est vrai que j'en ai en pas fait. longueur dans un épisode Joshiisme de Squash FM où on parle de l'histoire du Joshi au Japon et on parle un peu de l'histoire d'Aja Kong qui est au final une fille qui se fait un peu rejeter à l'école parce que bah, c'est une enfant métisse. Son père est noir et américain. Et du coup, il y a un peu un truc où elle se fait rejeter à l'école parce que bah, sa mère a couché avec l'ennemi. Donc, Oui. c'est difficile pour elle. Et au final, ben, à l'époque, pour les enfants entre guillemets un peu ratés, la solution, c'est le catch pour les discipliner. Parce que le catch était ultra sévère à l'époque. Et donc là, Aja Kong qui arrive contre Imawari, donc en plus c'est toujours un peu drôle parce que c'est deux visions qui s'affrontent entre une catcheuse qui a connu le catch vraiment très à la dure, très à la limite du violent. Moi, je vous invite à regarder le documentaire Gaia Girls si ça a jamais été le cas. Ah, celui-là, C'est un, il est c'est un connu un peu, le documentaire documentaire. assez qui peut être dur à regarder, mais qui est très intéressant sur tout ce qui est Joshi, etc. Et du coup, elle affronte un tournesol, Imawari. Euh, et donc, on est sur ce format, comme dirait Sofiane, la meilleure configuration de ce sport, c'est quand un vétéran qui n'a plus rien à prouver affronte un jeune qui a tout à prouver. Effectivement. Euh, Et donc on est littéralement dans cette chose-là où on a une Imawari qui n'a pas vraiment pour l'instant percé du côté de TJPW mais qui est quand même une bonne catcheuse. Elle a commencé sa carrière en 2022. Donc voilà, ça fait pas non plus super longtemps qu'elle catch. Et une Aja Kong qui a commencé sa carrière, personne qui écoute cette vidéo n'était né. Au moment où elle a commencé. Donc C'est pas impossible en plus. pourtant je suis très vieux. C'est vrai que Dumble est très Elle vieux. a commencé 10 ans avant que je naisse. Hein. Pour dire. Hein. C'est vrai que ça, c'est choquant. Je mets juste la vidéo, du Ouais. coup, j'en profite. C'est vrai que j'ai pas fait de pub, hein, c'est très impoli de ma part, mais j'ai pas fait de pub à Squash FM. Si vous ne connaissez pas Squash FM, c'est des gens un peu comme moi, un peu comme les soirs de la lutte, qui parlent de catch, parce que c'est leur passion, et qui parlent du catch comme nous, qui les intéresse. Vous voyez, couper un peu l'impérialisme vous vous doutez de quoi ils parlent, et donc vous vous doutez un peu sur quelle ligne ils sont. Et ils ont fait une vidéo, du coup, Joshiisme, une histoire du Japon. Allez la voir, 2h25. Moi, je l'écoute en podcast. C'est une très très belle vidéo. Vous apprenez beaucoup de choses. Et on va un peu plus profond que le catch.
on essaye de penser le catch dans la société parce que, un peu comme à l'instar du foot en France ou dans quasiment tous les pays du monde, le catch au Japon, c'est pas seulement un divertissement, c'est également une sorte de miroir ou on va dire une façon de comprendre un peu plus la société japonaise. Donc foncez, 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 n'hésitez pas. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il y a Saya Kamitani en plein milieu de l'écran, si vous vous rappelez de la vidéo numéro 1 sur Stardom. Voilà, Très aimable. promotion Si. faite. Évidemment, bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, Squash FM, c'est avec toute cette vague là des soirs de la lutte, le dernier rang, je passe à saluer au dernier rang Dimitri du catch. Il y a les copains de trucs de catch. Voilà, c'est toute une nouvelle vague de créateurs de contenu. Cassette Catch, Hugo le Sked, toute une nouvelle vague de créateurs de contenu sur le catch, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à aller donner de la force à tous ces gens-là. Et à moi, hein, évidemment, abonnez-vous. Ça ne. Surtout à lui. Qu'on ne Surtout à s'y Phil aussi, trompe pas quand même. Business, still business, comme on dit. Surtout qu'il est très séduisant. Arrête, ça c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Ok, bah écoute, c'est très clair. Merci de cette présentation d'Ajakong. Sur le match, alors Ajakong, pour ceux qui connaissent pas, c'est un physique assez imposant. Hein. Elle a trimballé la pauvre Wari, je crois qu'on se disait ça pendant le match. Hein. Elle l'a trimballé de gauche à droite, c'était hilarant à voir. Mais c'était très sympa, c'était vraiment très sympa. Là, c'était vraiment le premier match où je me suis dit, ok, on rentre potentiellement dans le plutôt sérieux. Donc c'est très très cool. Ouais, c'est un match un peu costaud où c'est dur sur la femme, on va dire. Moi, c'est le genre de match que j'aime bien. Alors, je pense que c'est pas un match où vous allez vous dire ah tiens c'est super impressionnant. C'est pas un spot fest ou quoi que ce soit pour le coup, mais c'est un match qui raconte une histoire d'une jeune catcheuse qui essaye d'être meilleure que la vétérante et qui galère à le faire quoi. Ok, très clair. On passe à la suite parce que j'ai vu qu'on a pris quand même beaucoup de temps, mais c'est très cool. On a bien pu recontextualiser. Et là, on va parler de matchs un peu plus spotfest pour le coup, et un peu plus violent également. Capture the flag, scramble, authorized weapons, deathmatch. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un deathmatch où vous aurez le droit d'utiliser des armes, mais pour avoir le droit d'utiliser ces armes, il va falloir aller récupérer votre drapeau qui sera à l'opposé de votre emplacement sur le ring, comme un flag match classique. Ce match, il opposait Pom Harakuju et Rika Tatsumi. Ça a été un match de 11 minutes 01, remporté par Pom Harajuku, pardon. Après que les deux, évidemment, au bout d'un moment, réussi à décrocher leur drapeau et donc ont eu le droit d'utiliser leurs armes. Et là, on a oscillé entre l'intensité et le goofy. C'était très drôle parce qu'il y a notamment des moments où, alors je sais plus laquelle des deux avait décidé que l'arme qu'elle voulait utiliser, c'était le président de la compagnie qui est venu et qui s'est fait casser la gueule, tout simplement, le pauvre. Le président était une des armes. Et voilà, bon, c'est les matchs très détents de TJPW. Et pareil, on est sur ce truc où TJPW, c'est une compagnie un peu très rose, qui est très colorée. Pomme, par exemple, bah, elle a 8 ans. Oui, dans sa gimmick, précise, hein, dans sa gimmick. Non, en vrai aussi, elle a 8 ans. Moi, je joue jusqu'au bout, elle a 8 ans. C'est ça. Et donc, voilà, les armes qu'elle choisit, c'est des boules d'une piscine à boules, c'est le président, c'est... Donc voilà, et les deux choisissent aucune arme qui fait vraiment mal. Mais au final, bon, le but du match c'est plus d'amuser tout le monde. D'ailleurs, peut-être un petit contexte. Je suis désolé parce que du coup, je fais durer la vidéo très longtemps. Non, vas-y, mais chez TJPW, il y a pas vraiment de concept gentil méchant. Oui, ok. Quand on regarde la compagnie. Souvent, c'est le public qui décide au niveau du match. Mais c'est pas... Alors, au Japon, déjà, c'est plus rare qu'aux États-Unis. Mais par exemple, Stardom, il y a le clan 8 qui existe. NJPW, il y a la House of Torture. Chez Noah, il y a Team 2000X. En général, il y a souvent un clan de méchants. Et les gentils s'axent autour de ce clan de méchants. Chez TJPW, il n'y a pas ça. C'est... on fait des matchs. On fait des matchs. Le but, c'est la beauté du sport et la rivalité qui s'ensuit. Et la beauté du sport, elle passe aussi par des moments amusants et détentes. Et là, par exemple, un Pomme Tatsumi, il n'y a pas d'histoire de revanche, de quelque chose. C'est juste deux catcheuses qui, pour le coup, avaient envie de figurer sur la carte et qui ont décidé de faire un match un peu fun. Et bon, bah voilà, il y en a une, elle a 8 ans, donc elle s'est dit, bon, on va s'affronter avec des armes. L'autre a dit ok. Et bon, au final, les armes sont un peu ridicules. Ok, très clair. On passe à la suite et après on abordera à la fin de la review un sujet dont je voulais parler et qui me semble très intéressant. Tag match. Là, on revient sur les tag match. Là, je vous avoue, on rentre dans la partie du show où je l'avais dit à Dumble quand on regardait ensemble. Parce que je l'ai vu plusieurs fois. Mais Dumble, du coup, l'a revu avec moi le show. C'est ça qui est très drôle.
Le tag match entre Hiroyo Matsumoto et Yuki Arai face à Haruka Zashiro et Toga. 13 minutes 52, et en fait là, je pense que c'est juste c'est moi qui ne suis pas du coup, comme l'a dit Dumble, hein, pas habitué, mais les tag matchs parfois, quand j'en ai trop dans le match, et surtout quand tu sors de semaines où tu regardes aussi New Japan, et où t'as aussi des tag matchs pour commencer les shows, etc., ouais, ça devient un peu relou. Pas que l'action in ring soit mauvaise, hein, pour le coup, vraiment pas. Mais ouais, faut pas en abuser, quoi. Ouais, Mais là, bah pour le coup, c'était peut-être le moins bon match de la carte, en ouais, plus. ouais, Donc forcément, c'est plus dur d'accrocher. Bah là, on est sur le match où faut mettre les noms sur la carte parce que le public a payé pour être sur exactement. place. Et du coup, s'attend à voir Yuki Arai, s'attend peut-être à voir Toga et bon, je pense pas qu'ils s'attendent beaucoup à voir Zashiro, mais je suis sûr qu'il y en a un ou deux. Et Matsumoto, c'est quand même un joli nom de la scène indépendante japonaise, donc qui est intéressante à avoir. C'est une cageuse ultra expérimentée. Au final, ça matche pas super bien, le match est pas foufou. Mais bon, bah, C'est de la c'est pour que les transition. gens puissent aller prendre leur photo avec Matsumoto à la fin du show, quoi. Ouais, voilà, c'est de la transition. Après ça, on a encore un autre tag match. C'est là où je disais que j'étais un peu. Ça commence un peu à me saouler les tag matchs. Ryu Mizanumi et Yuki Aino contre Kaya Toribami et Miyu Yamashita, qui là pour le coup, pour ceux qui suivent à minimal l'actu catch, c'est un nom que évidemment vous connaissez très bien. Elle est passée du côté de All Elite très récemment, enfin plus Ring of Honor d'ailleurs. Elle est passée du côté de Ring of Honor. Je sais qu'elle a fait un petit run indépendant là, il y a pas très longtemps, où elle a fait un peu, on va dire, le tour, hein, des compagnies possibles. Voilà, là aussi on était sur un match, on va dire, de transition. Je pense que comme tu l'as dit, c'est un match où on était là pour mettre les noms sur la carte parce que les gens ont payé, donc faut leur mettre les noms sur la carte. Ouais. Mais alors pour le coup là, bon, je pense que les catcheuses qui sont sur le ring sont beaucoup plus expérimentées que celles d'avant, mais là il y avait quand Oui. même, c'était du bon work rate. C'était du bon work rate, c'est un bon match, quoi. Là, on est sur des catcheuses qui catchent bien. Ouais, En fait, c'était le match qui annonce un petit peu. Là, on arrive sur la carte qui veut dire quelque chose. Là où on arrive sur le sérieux. Ryo Mizunami, c'est une excellente catcheuse de la scène indépendante. C'est également notre grande sœur à tous. C'est la grande sœur de toutes les personnes qui regardent du catch. Miyu Yamashita, voilà, tu l'as bien exposé tout à l'heure, mais c'est une catcheuse connue parce qu'elle baroude énormément. Elle est partout, tout le temps. Elle sera en France d'ailleurs dans pas très longtemps. Euh, où ça? donc, du côté de Queen Pro Wrestling, si je ne dis pas de bêtises, mais si vous avez un doute, vous pouvez toujours aller voir le dernier épisode de Squash News où elle est Bien citée joué. dedans. Merci pour la passe D. Je t'en prie, avec plaisir. Mais Ok. ouais, un match bien équilibré qui fonctionne bien et voilà, qui annonce que on arrive dans les matchs un peu sérieux après. Ok, très clair, très très clair. Et ben justement, les matchs un peu sérieux, on les commence. Et là, on va avoir un nom que normalement les fans de catch connaissent plutôt bien. Harisu Endo affrontait Priscilla Kelly, anciennement Gigi Dolin pour ceux qui reconnaissent son visage, ancienne lutteuse de NXT, qui là a été licenciée il y a quelques mois, hein, on est à 5-6 mois depuis son licenciement, a décidé de faire le tour un peu des promotions. Elle se montre, donc c'est plutôt cool. Moi je trouve, j'ai toujours trouvé ça courageux et intéressant, les lutteurs d'un pays qui tentaient l'escapade dans d'autres pays, l'excursion, pour aller progresser et peut-être découvrir d'autres façons de catcher. 10 minutes 59, c'était un match pour le titre vacant, Princess International, qui était détenu avant par... J'ai comme un doute, tu me prends un peu à froid, mais je vais dire ça de suite, qui était déçu par Moka Miyamoto. Chez un monstre. Chez un monstre. Et du coup, après ces 10 minutes 59, évidemment, parce qu'on est au Japon, on n'est pas ailleurs, la tradition, ça se respecte. Priscilla Kelly va perdre, Harry Swendo va remporter le match. Moi, qui n'étais pas un grand fan de Gigi Dolin chez NXT, c'était un très bon match. J'ai beaucoup aimé son match, je l'ai trouvé très cool. En plus, ça dure pas très longtemps, ça c'est très cool. J'aime bien les matchs quand ils savent s'arrêter, moi. J'adore quand ils Un savent bon s'arrêter. sprint. Ouais, j'adore quand ils savent s'arrêter au bon moment sur un match. Et là, je trouve que le 11 minutes, il est parfait. J'enlève rien, je rajoute rien. Donc c'était très cool. C'était pas le match du siècle, hein, je suis en train de vous dire ça, mais c'était un match très cool, voilà, qui se regarde tranquillement et qui te permet de digérer et de te préparer à la suite. Ouais. Match qui se consomme bien comme ça. Petit retour à la maison du coup pour Priscilla Kelly qui était déjà passée pour TJPW en 2018, l'année où elle signe chez WWE, Ok. il me semble.
ou en tout cas, elle fait ses premières apparitions, je sais plus. Mais où ça la révèle un petit peu et ça va me permettre de parler un petit peu de comment TGPW invite des gens, parce que TGPW c'est une compagnie qui est particulièrement ouverte avec les gens. C'est pas rare de voir des catcheuses américaines, australiennes ou de n'importe quel pays. La dernière fois, j'ai vu une catcheuse qui venait de Malaisie, qui était venue faire une ou deux apparitions chez TJPW. Très régulièrement, TJPW va accepter des catcheuses en excursion, c'est-à-dire qu'ils viennent d'autres compagnies juste pour s'aguerrir. Et TJPW va même accepter ces catcheuses-là, même si elles n'ont pas énormément d'expérience. Actuellement, par exemple, dans leur roster, ils ont Kira Summer, qui est une catcheuse australienne, qui a commencé l'année dernière. Ils ne demandent pas nécessairement à ce que les personnes aient un bagage énorme pour venir chez eux. Donc TJPW est cool à ce niveau-là, et c'est ce qui fait par exemple que par exemple une Priscilla Kelly en début de carrière a pu s'aguerrir chez un TJPW et peut-être se lancer aussi parce que en 2018 ça avait déjà un peu de renom d'apparaître là-bas, et donc ça permettait de s'exposer, et TJPW est un très bon dojo pour les jeunes lutteuses. Ok, très clair. Et ben en tout cas, ça a été c'est prouvé. Franchement, CQFD, ça a été très bon. C'était un très bon match. Donc bravo, Madame Priscilla Kelly. Et en vrai, c'est dommage que les compagnies comme ça aient pas forcément le poids pour retenir ce genre de lutteuse, parce qu'en fait, elle serait une très bonne addition à ce genre de roster, tu vois. Ouais, parce que c'est une excellente catcheuse et je pense qu'elle a des très bons feats avec tout le monde. D'ailleurs, ça a donné un très bon match. Aris Wendo, qui est une excellente catcheuse aussi, qui est d'ailleurs la moitié d'une des, je pense, meilleures équipes du Japon, Daisy Monkey, avec Suzume. Donc L2 qui sont une des, je pense, une des meilleures équipes du Japon aujourd'hui. Et donc ouais, ça donne un super match. Aris Wendo, c'est une super catcheuse. Et d'ailleurs, en parlant de très bonnes équipes, on va pouvoir enchaîner sur le match suivant. Exactement. Exactement. Parfaite passe décisive. L'avant-dernier match de cette carte, on est dans le très sérieux. Le Princess Tag Team Championship. Défendu donc par les championnes, les Kyoraku Kyomei, entre donc Hyper Misao et Shoko Nakajima. Shoko Nakajima que vous allez pouvoir retrouver dans le Grand Prix des Amazonas à CMLL ce vendredi par exemple. Face à Oberitz, Yuki Kamifuku et Wakana Uehara. 17 minutes 02, donc voilà, vous avez vu, comparé aux autres matchs où c'était plutôt moins long, c'était entre la dizaine et la treizaine de minutes. Là, on est dans un gros match où on a établi, on a pris son temps, et force est de constater que c'était très très cool. C'était un vrai bon match, là, on était vraiment sur des lutteuses évidemment confirmées. Shoko Nakajima, que je connaissais de nom, encore une fois, une très bonne lutteuse. À chaque fois que je tombe sur des extraits ou des matchs à elle, c'était bon, et là, encore une fois, c'était le cas. Donc voilà, très bon match. Victoire des Oberitz, alors les équipes elles s'appellent les Oberitz, c'est très très drôle. Qui sont les nouvelles championnes par équipe de TJPW, les Princess Tag Team Champions. Voilà, Dumble, qu'est-ce que toi tu as envie de mettre en avant sur ce match? C'est 4 excellentes catcheuses qui s'affrontent. Je trouve Shoko Nakajima, du coup, vous connaissez peut-être parce que, un peu à l'instar de Miyu Yamashita, elle aime bien tourner au niveau des États-Unis. Elle est d'ailleurs championne chez MLW aujourd'hui, Major League Wrestling. Et d'un côté, on a Yuki Kamifuku, qui est une catcheuse qui est assez particulière parce que on sent que son atout principal c'est ses jambes, et ça se voit dès la première seconde où on la voit. Parce que toute la tenue est très extravagante, et d'ailleurs c'est pareil, c'est un truc de TJPW, c'est que quand vous regardez les tenues, etc., c'est des tenues que vous voyez pas particulièrement ailleurs. On sent que les catcheuses sont très libres de comment elles décident de s'habiller. On est sur des tenues et des personnages jouant en couleur. Wakana Uehara, c'est une plutôt bonne catcheuse qui se défend bien. Et en face, Shoko Nakajima, c'est une très 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 bonne catcheuse. Ouais. C'est d'ailleurs un énorme kaiju. Et il faut dire qu'elle pèse plusieurs tonnes, ce qui rajoute quand même à la difficulté de se mouvoir dans un ring. Et Hyper Misao, qui est une super héroïne, qui sauve la veuve et l'orphelin, et qui fait des speeches de 5 minutes avant tous les matchs, qui sont hilarants malgré le fait que je ne pique pas un mot de japonais. Et tout ça pour nous donner un plutôt bon match. Il y a une super alchimie en plus dans le match, je trouve, parce que Yuki Kamifuku, c'est une catcheuse qui fait très bien semblant d'être une bonne catcheuse. Et souvent ça marche plutôt bien même, je trouve. Parce que make it until you make it. Ouais, c'est exactement ça. C'est parce que en fait, Yuki Kamifuku, elle est super belle. C'est une super belle femme. Et du coup, elle joue vachement de ce côté un peu femme fatale dans sa présentation. Et c'est vrai que, comme vous parlez, elle a des jambes en fait qui sont interminables.
Et du coup, bon, son arme principale, c'est ses jambes, et sa tenue est pensée pour mettre en avant ses jambes. Et du coup, bon, ça donne un mix qui est super intéressant, je trouve, sur le match. Et bon, Shoko Nakajima en face, c'est un kaiju. Donc, elle porte une capuche un petit peu en espèce de fausse fourrure, avec une queue de lézard à l'arrière. Et bon, elle fait des trucs de kaiju et elle fait des moves impressionnants parce que, elle est hilarante, quoi. Et ouais, franchement, ça mixe super bien tout le match. Et moi, c'est un, en dehors du main event, c'est peut-être le match que je recommande le plus. Même si je pense que pour un public qui connaîtrait pas, c'est cool d'aller vers Priscilla Kelly parce que il y a une tête connue dedans, quoi. Ok, très clair. On passe au dernier match et là on est sur le très très lourd. On est sur le très très lourd et franchement, je fais la transition et je me tais et je laisse Dumble tout faire. Je laisse Dumble tout faire. C'est son moment à lui. Transition. Et alors, on va parler, bien entendu, pour le titre, Princess of Princess, la princesse des princesses. Le nom il claque. Et c'est un beau nom. En plus, tous les titres, c'est des titres de princesse. Ça, c'est génial, ça. Et donc, la championne de titre, Mizuki, qui en début d'année avait battu une certaine Miyu Watanabe pour remporter le titre Princess of Princess, s'affronte à nouveau pour défendre son titre contre la vainqueur, je ne sais pas, du Princess Cup Tournament, qui n'est nul autre que Miyu Watanabe, qui prend sa revanche et qui va essayer de reprendre le titre qu'elle a perdu en début d'année. Et alors là, c'est là où moi j'ai envie de poser une question parce que c'est le seul match qu'on n'a pas vu ensemble, je crois, du show. Et du coup, toi tu connaissais pas très bien Miyu Watanabe avant ce match. Je sais même pas si tu avais déjà vu un match de Miyu Watanabe. De mémoire, si, un ou deux, je pense, mais je suis pas sûr. Non plus. Et je me rappelle qu'à un moment tu m'avais demandé est-ce que Miyu Watanabe, tu l'aimes mais c'est pour la vanne ou est-ce que c'est une bonne catcheuse? Ouais, c'est ça. Du coup, je te laisse répondre à la question. Alors, je pourrais pas être définitif évidemment sur une lutteuse après un seul match vu, mais le match est très très cool. Le match est vraiment bien. Tu sens que c'était le main event. Hein. Ils ont laissé le temps. Je l'ai pas dit, 22 minutes 58. Ils ont vraiment laissé le temps. Ils ont laissé de l'émotion et de l'investissement émotionnel se mettre en place. Ça a été un match en 2 grosses vagues de domination. Comme t'as dit, il n'y a pas de gentil et de méchant, mais sur ce match, j'ai retrouvé une dynamique quand même où Miyu Watanabe était en train d'essayer de se faire Mizuki, essayait un peu de se faire détester sur le match. Parce que il y a des moments, elle s'envoie. Par contre, et ça c'est un truc, c'est évidemment le style Japon, le style shoot strong style. Ça s'envoyait des mandales parfois. J'étais choqué, je voulais pas les manger. Donc non, c'était vraiment un très beau match. J'aime beaucoup. C'est des petits gabarits, c'est des femmes petites de taille. Et je trouve que un petit gabarit, évidemment, s'il sait bouger avec son corps et être agile et habile et rapide dans son exécution, je trouve que évidemment tu ne peux pas ne pas apprécier le style. Et là pour les deux, je trouve qu'on y est. Et en plus, on n'est pas sur le cliché juste de la lutteuse qui bouge un peu partout. On met des vrais mandales comme je l'ai dit, et j'aime beaucoup cet alliage des deux. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié le match. Miyu Watanabe évidemment remporte le match et devient championne. Est-ce que c'est une consécration? Est-ce qu'on couronne la prochaine tête d'affiche de la compagnie selon toi? C'est un peu le truc, c'est que Miyu Watanabe a jamais quitté ce rôle de tête d'affiche, malgré le fait qu'elle ait perdu le titre en début d'année. Et du coup, en finale, le titre revient entre guillemets là où il aurait dû être. TJPW a tenté le coup avec Mizuki. Non, mais en plus, je dis même pas ça pour moi en particulier parce que vous le savez peut-être, ça m'arrive une ou deux fois de temps en temps de parler de Miyu Watanabe. Mais c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Mais par exemple, arrivait à la question quand elle avait perdu le titre en début d'année de est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour Miyu Watanabe encore chez TJPW aujourd'hui? Et en fait, TJPW ont cette difficulté-là où ils ont du mal, et c'est souvent le cas au Japon, c'est même un problème assez global dans toutes les compagnies, à tenter le truc d'après, à tenter le move. Et c'est vrai que à l'époque déjà, quand il y avait justement TJPW était dominé par les Shoko Nakajima, Miyu Yamashita à l'époque, et il y avait justement cette Miyu Watanabe là qui existait, et ça a mis beaucoup de temps avant de lui donner le ballon. Et maintenant qu'elle est à la balle, on sent que TJPW, encore, ils ont trouvé un bonne formule avec Miyu Watanabe, ils ont beaucoup de mal à lui retirer le ballon dorénavant. Donc ils ont tenté quelque chose avec Mizuki. Je trouve que ça a plutôt bien marché, mais c'est vrai que Miyu Watanabe, ça reste quasiment ta numéro 1, voire numéro 2, je mettrais peut-être Miyu Yamashita au-dessus, quand même.
Shoko Nakajima est là aussi, mais Miyu Watanabe, elle a cet avantage-là d'être ultra fidèle, elle ne sort jamais de TJPW. Ok. Elle y est tout le temps. Et parfois, elle passe une tête chez DDT parce que, bon, bah, c'est les cousins, quoi. Oui. Mais elle reste chez TJPW et les seules fois où elle en sort, c'est pour aller à la WrestleMania Week. Ok. Bah, ça ouvre un débat intéressant ce que tu dis, hein. On va pas s'éterniser nous trop là-dessus, mais est-ce que des compagnies comme TJPW, quand la superstar n'est pas aussi loyale que ce qu'est Miyu Watanabe, ont de quoi conserver les superstars très longtemps? Et ça, c'est un peu le problème qu'ont toutes les compagnies au monde. Quand t'as des géants comme New Japan, comme Stardom, maintenant Marigold en plus qui arrive avec la Tunas, quand t'as WWE et All Elite aux États-Unis, etc., comment tu retiens tes talents? Par quels moyens? Moi, j'estime toujours que le meilleur moyen, c'est de créer une identité et de créer une attache avec la compagnie et de fidéliser tes propres lutteurs. Comme ce qui est fait avec Miyu Watanabe. Bah, écoute, j'espère pour toi qu'elle restera le plus longtemps possible, je pense. Euh, Ah, ça mais dépend ouais, où elle va après. Hein. Oui, si elle va chez Stardom, ça va. Elle va pas aux États-Unis, ça me pose pas de problème. Hein. Oui, voilà. Mais ouais, voilà, c'est une fenêtre de débat très intéressante que tu ouvres, dont on a parlé, parce qu'on a fait chez les Sauveurs du Soir, épisode 3, allez voir, c'est déjà disponible sur la chaîne des Sauveurs de la Lutte. On a fait une petite capsule sur justement les doubles contrats, est-ce que c'est l'avenir du catch, notamment pour des fédérations qui sont pas hyper puissantes, et on est plutôt sur une tendance positive. Voilà. On a été complet sur la carte de TJPW. Bah écoute, on peut repartir sur, on va dire, la compagnie au global. Noble, toi, si tu dois me ressortir rapidement en 2 phrases, 3 choses qui font qu'on doit se brancher devant ce show et devant TJPW au global. Bah, je pense que c'est une question d'originalité, il y a une vraie identité quand on regarde TJPW. Quand on regarde TJPW, on allume le show, en bout de 10 secondes, on sait qu'on regarde un show TJPW. On n'en a pas parlé, mais tous les shows commencent par des concerts, déjà. C'est une particularité, mais ça rend TJPW déjà unique. Il y a toujours un petit concert en début de tous les shows, que ce soit des shows de tournée ou les pay-per-view. Ça n'a aucune différence. Donc c'est un show qui se veut atypique. On le voit là sur la photo qui est à l'écran, mais il y a tous les rubans, etc. sur les entrées. C'est toujours joli. Les rubans, de toute façon, c'est joli. On fait des photos incroyables avec ça. Donc il y a déjà une vraie identité à TJPW et c'est vrai que c'est des shows très détentes. Ça se consomme presque un peu comme CMLL, si on veut. C'est des shows avec des identités très marquées et qui se regardent un peu pour la détente, au final. On regarde pas TJPW comme on regarderait EW ou WWE sur un truc épisodique. On regarde TJPW quand on a envie de regarder TJPW, de passer un bon moment en fait. Parce que c'est un show qui est bien équilibré, qui est booké pour être pensé à être vu en entier. Et quand à un moment on a 2 heures, 2h30, 3 heures à regarder, et ben un show TJPW, bah, ça se consomme bien parce que c'est pensé dans cette idée-là. Ok, bah c'est très clair, merci. C'est vrai que moi, si je dois ressortir un truc, c'est ce que tu as dit dès le début, c'est il y a une identité. Toutes les superstars ont une gimmick, mais pas elles ont une personnalité. Elles te proposent quelque chose que t'aimes ou t'aimes pas. Il y a des trucs auxquels j'ai accroché, des trucs auxquels j'ai pas. Tu vois, le panda, le panda, c'était quoi? C'était un ours? Non, c'était quoi le truc? Ouais, je sais pas trop ce que c'est une Ouais, espèce de loutre, je sais pas trop. ouais, voilà. Tu vois, ça, moi, j'ai pas forcément accroché, mais il y a des gens qui accrochent, et en fait, on te propose quelque chose. Et comme tu l'as dit, au bout de 10 secondes, tu sais que tu regardes TJPW, tu sais qu'on va te proposer quelque chose. Après, t'aimes pas, ça, c'est le goût de chacun. Mais on n'est pas sur un produit fade et épuré qui va se ressembler du début à la fin, et on va essayer de te faire du viral moment. Je fais pas de shoot envers aucune compagnie, hein, je m'en fous, je parle vraiment juste de TJPW en soi. On n'est pas sur du produit épuré, on n'est pas sur un produit où tu vas t'ennuyer ou en tout cas tu vas avoir l'impression qu'on se fout de ta gueule et qu'on te propose pas un contenu catch parce qu'il y a quand même du work rate, hein, parce que tout à l'heure on parle d'identité, de Ouais. personnalité, de produits, etc. Il y a du catch, il y a du très bon catch, on vous l'a dit. Moi, pour moi, celle qui ressort le plus, c'est Shoko Nakajima. En tout cas, celle qui m'a le plus tapé dans l'œil sur ce pay-per-view. T'as du bon catch et t'as de la personnalité. Et moi, c'est ce que j'attends d'un show de catch à chaque fois que j'en regarde. C'est qu'on me. Surtout dans des compagnies qui sont pas épisodiques, comme tu l'as très bien dit, comme All Elite ou le W, où tu vas avoir d'autres choses qui vont rentrer en compte. L'aspect construction du personnage, l'aspect construction du lutteur et de est-ce qu'il est puissant ou pas, est-ce qu'il est établi, les dynamiques entre les lutteurs, etc. L'histoire en elle-même. Mais sur un show comme ça, où c'est pas purement du work rate, mais où la construction du show ne se fait pas sur les semaines d'avant, mais où elle se repose sur la hype en elle-même du show. J'attends qu'on me propose quelque chose, et là pour le coup j'ai été servi. Il y a pas mal de choses que j'ai pas aimé, mais je pense que le but c'est pas de se focus sur le négatif là pour le coup. Il y a un moment du show où je l'ai dit à Dumble, hein, je m'étais ennuyé, l'enchaînement
de tag match, des 2 tag match là, j'étais pas bien. La Battle Royale, ça a pas été mon kiff, etc. Globalement, la première partie du show, je pense que c'est vraiment pour, comme l'a dit Dumble, ceux qui vont regarder le truc en entier et ceux qui sont des plus habitués, des plus fidèles de TJPW. Mais si vous voulez commencer au moins par regarder un peu de Joshi ou quoi, vous pouvez très bien vous faire les 2 derniers matchs du show. Je les trouve très bien, même les 3 derniers matchs du show, je dirais. Parce que c'est vraiment des choses, vraiment des matchs qui se regardent, qui sont bons ou alors qui sont assez courts pour ne pas devenir relou et surtout qui sont assez courts pour être bons aussi. Donc voilà, moi globalement j'ai pris du plaisir. Je couperai le show en 2 parties et je pense que ça c'est juste personnel. Peut-être que je me ferai absolument jamais parce que j'étais trop formaté au format américain évidemment, mais je me ferai peut-être jamais à la dichotomie pure du show Oui, où en fait on te ça monte met, crescendo. c'est ça, c'est crescendo. Parce que moi je suis trop formaté catch américain où la carte c'est un ensemble du début à la fin, donc on te met des nuances dans le show, etc. Mais encore une fois, comme j'ai dit, et ça c'est un truc à prendre très important à prendre en compte, je trouve personnellement, c'est un show qui est pensé pour les gens sur place. Alors on peut trouver Ouais. ça mal ou pas bien, moi je trouve ça bien pour le coup. Mais c'est un show qui est pensé pour les gens sur place et que donc les gens sur place passent du début à la fin. Et pour tous ceux qui ont déjà fait des shows de catch en vrai, que ce soit des petites ou des moyennes ou des grandes fédérations, vous le savez, le ressenti sur place et le ressenti à la télé, ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Ouais. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Dumble, là-dessus? Je me permets juste une dernière précision parce que on a parlé de pay-per-view quand on parle du show. Je me permets quand même de préciser que donc disponible sur Wrestle Universe, les shows sont disponibles sur Wrestle Universe sans rajout à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de payer le pay-per-view en plus de l'abonnement à la plateforme. La seule compagnie qui fait ça, c'est Marigold sur la plateforme Wrestle Universe. Sinon, tous les formats pay-per-view sont compris dans l'abonnement Wrestle Universe. C'est effectivement très bonne précision, parce que le but c'est de découvrir du catch, et donc on vous explique comment faire. 8,99€, je veux vraiment pas dire que c'est pas beaucoup, hein, parce que à l'année ça finit par faire 100€. C'est moins cher que gratuit. C'est moins cher que gratuit, exactement. Mais vous en avez pour votre argent, je pense, si vous avez prévu de regarder beaucoup de catch. Voilà, et puis il y a sûrement des matchs ils doivent sûrement mettre des matchs gratuits sur YouTube, au moins si vous voulez aller découvrir, vous jeter un petit coup d'œil. Voilà, bah, je pense qu'on a été complet sur ce Tokyo Joshi Pro Wrestling Wrestle Princess 6. Un grand merci, Dumble, d'avoir été là. J'espère que tu as passé une bonne heure avec moi, qu'on a été. Déjà, un On a... moment avec toi, c'est déjà exceptionnel, mais alors un moment avec toi à parler TJPW, mais c'est dur d'être plus heureux là. Bah, c'est parfait, c'est magnifique. C'est un grand plaisir. Je pense que tu reviendras un moment pour parler du jeu de compagnon, on verra laquelle. Je peux pas vous garantir qu'il sera aussi passionné qu'aujourd'hui. Malheureusement, je peux pas vous le garantir. Mais Au WWE. Ah, c'est gentil. exactement. Ouais. Mais évidemment que Dumble, si vous nous suivez sur les réseaux, vous savez qu'on est très proche, donc vous savez que vous le reverrez très vite, que ce soit sur cette chaîne, et vous pouvez encore le voir sur la chaîne des Sauveurs. Allez suivre Squash FM sur tous leurs réseaux, Blue Sky, Twitter, TikTok, YouTube. Ils viennent de sortir une vidéo aujourd'hui. Elle est sortie pile poil quand on a commencé à Rec, pour tout vous dire. Oui. Elle s'appelle tac tac tac, le catch et son rapport au réel. Sacrifier le faux pour embellir le vrai. Vous verrez ce que vous irez voir et vous lui direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à les rejoindre. Et si ce format du Real Graps Journey vous a plu, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à peut-être recommander des matchs TJPW si vous en avez, à recommander peut-être d'autres produits si vous avez des suggestions pour l'épisode 3, enfin l'épisode 4, parce que l'épisode 3, je vais vous le dire juste après, mais il est déjà lock. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à partager, à mettre un pouce bleu, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Twitch, TikTok et YouTube, parce que c'est là où je suis le plus actif. Vous avez mon Twitter également pour pas mal des actus. Et vous pouvez également aller rejoindre tous les réseaux sociaux des Sauveurs de la Lutte, parce qu'on bosse toute la semaine pour essayer de produire du contenu catch et couvrir un maximum le catch dans le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne semaine. Bonne Ligue des Champions à ceux qui regardent le foot. Bon show de catch. Je sais qu'il là, on va rentrer dans une dizaine de jours. Il va y avoir des shows à foison. Du Stardom, du New Japan, du NXT. On va avoir pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et moi, je vous dis bonne soirée. Et on se retrouve pour l'épisode 3 très bientôt avec le compère de Dumble, Sofiane, et qui est Backdop Diver sur Twitter. Le fan de CMLL, et on parlera du coup CMLL, on parlera dans cet épisode 3, Lucha Libre. Très bonne soirée à tous, très bonne soirée Dumble, et à très vite. Salut les filous!